Donc, bon, sans plus attendre, je vous laisse la parole. Je voudrais que vous nous parliez, nous voudrions que vous nous parliez d'une part de votre livre, quand même, comment et pourquoi vous avez écrit ce livre. Enfin, on s'en doute un peu pour celles qui l'ont lu, comme c'est mon cas. Mais ça serait bien que vous nous racontiez et puis que vous nous disiez ensuite, au niveau de l'éducation, tout le travail que vous faites sur l'éducation. Mais nous y reviendrons tout à l'heure. Donc, Jaïdi, bah, c'est à vous. On vous écoute avec attention. Bonsoir à tous et à toutes. Eh bien, merci déjà de m'avoir invité à prendre la parole ici. Donc, comment j'ai écrit ce roman? C'est une histoire quand même assez intéressante. J'étais à la dédicace de mon deuxième roman. Et voilà, j'étais à la dédicace de mon deuxième roman dans une ville du Nord Cameroun qui s'appelle Ngaoundéré. Et j'avais invité évidemment l'association des Peuls du monde qui m'accompagne toujours évidemment lors des dédicaces et tout ça. Et après donc la dédicace, j'ai un jeune homme qui s'approche de moi et qui me dit j'ai répertorié tous les conseils qu'un père donne à sa fille et il l'a écrit en langue Peul, en Fufulde. Donc le titre, sur un format A4, hein, il écrit les conseils d'un père à sa fille. Et quand j'ai pris, évidemment, quand je suis rentrée et que j'ai regardé ces conseils-là, ou son test écrit en langue Peul, donc, et je me suis dit, mais oui, en fait, en réalité, c'est ça. Donc, immédiatement, pour moi, c'est qu'il fallait que j'avais déjà l'idée d'écrire un roman sur les violences faites aux femmes, les violences sous toutes leurs formes, et j'étais dans l'idée de comment pouvoir décrire toutes ces violences-là en allant dans un seul roman et puis sur un seul personnage ou autre. Donc, j'étais encore en train de réfléchir par rapport à tout ça. Et je me suis dit, mais finalement, c'est vrai, par rapport à ces conseils-là, tout doit être centré par rapport à ça parce que finalement, quand on voit les conseils qu'il a pu répertorier et que nous, on entend chaque fois qu'il y a un mariage dans la société et que finalement, on se rend compte qu'on ne nous dit pas ce qu'on dit peut-être dans les films ou en Occident ou ailleurs. Toutes mes félicitations, je vous souhaite tout le bonheur du monde, etc. Et que chez nous, on nous dit plutôt mougnal, c'est-à-dire patience, accepte tout, supporte tout, soumets-toi. Et puis, on vous énumère tous les conseils. Et ces conseils-là, on les écoute pratiquement à tous les mariages, invariablement, ils ne changent pas. Alors, pour moi, donc, tout va donc, de ce mot-là pour pouvoir écrire ce texte sur les violences sous plusieurs formes. Le mariage précoce et forcé comme violence, qui, évidemment, pour moi, reste quand même la violence la plus pernicieuse qui soit, puisqu'elle entraîne automatiquement toutes les autres formes de violence. Une jeune fille mariée précocement, évidemment, ne finira pas ses études. En plus, elle vivra toutes sortes de violences économiques, physiques, psychologiques, etc. Et donc, voilà. Ensuite, le viol conjugal dont on ne parle pas souvent et qui reste évidemment des sujets tabous, mais aussi les violences physiques, psychologiques, les maladies psychosomatiques, la polygamie comme violence morale. Et puis, vous avez les femmes qui perpétuent ces violences-là en vous répétant un seul et même mot, patience, accepte tout, supporte tout, soumets-toi pour le bien de tout le monde, pour l'honneur de la famille, pour le bonheur des enfants, mais surtout en t'oubliant toi-même parce que finalement, c'est le rôle d'une mère et d'une femme, tout simplement. Donc, ce roman, j'ai voulu l'écrire en étant à la place de toutes ces femmes-là qui ont déjà des choses à dire. Et ce que je dis, c'est tout simplement d'écrire et de dénoncer et de dire tout haut ce que toutes les femmes dans la région sahélienne, donc de l'Afrique subsaharienne, pensent tout bas. Et peu importe qu'elles soient musulmanes, chrétiennes,
du Sénégal, Mali, Burkina Faso, Cameroun, Tchad ou autres, peu importe leur origine ethnique, etc., la condition des femmes dans le Sahel reste pratiquement la même. Et c'est pratiquement ce qui est décrit dans ce roman, Les Impatientes, tout simplement. Allô, vous m'écoutez? On vous écoute attentivement. Attentivement, on est bouche bée, c'est pour ça qu'on n'a pas répondu. D'accord. Donc, je peux continuer. Je voulais me rassurer que je n'étais pas en train de parler dans le vide. Non, pas du tout, au contraire. On est toutes oui et très sages et on boit vos paroles parce que vous êtes aussi une conteuse hors pair, hein, donc on est sous le charme. Ah, merci. Merci, c'est gentil. Voilà. Donc, le roman Les Impatients, c'est mon 3e roman. Mon premier roman a été publié en 2010 au Cameroun sous le titre Wallandé, l'art de partager un mari. Évidemment, le titre est ironique avant qu'on ne me pose la question. Et ce roman, d'ailleurs, est inscrit au programme scolaire dans les écoles au Cameroun, dans les classes de première et terminale. Et puis, mon 2e roman, donc, c'est Mystery, la mangeuse d'âme. Et le 3e roman, c'est Mounial, les larmes de la patience. Et c'est ça qui est devenu Les Impatientes. Et donc, quand j'ai écrit mon premier roman, que je l'ai publié, que j'ai parlé à la presse et tout, et que, voilà, j'ai sensibilisé par rapport à toutes ces questions-là, je me suis retrouvée toute seule et puis je me suis dit, OK, d'accord, maintenant que tu as brisé les tabous et que tu as dénoncé et tout, la suite, c'est quoi? Parce que j'étais évidemment pas si satisfaite que ça. Je suis contente, évidemment, d'avoir publié, mais il fallait quand même, pour moi, il était essentiel de pouvoir faire du concret, c'est-à-dire pouvoir me dire, voilà le résultat, en fait, par rapport à tout ce que j'ai dit. Et donc, c'est pour cela que j'ai créé l'association qui s'appelle Femmes du Sahel. Vous pouvez aller regarder sur le site femmesdusahel.org. Et donc, l'association a 2 volets. Pour moi, c'est les 2 volets les plus importants pour faire évoluer la condition des femmes. Le volet éducation. Éducation, donc, dans ce volet, l'un des volets les plus importants donc, de notre association, c'est que nous avons plusieurs actions. Premièrement, c'est le parrainage d'enfants en précarité, c'est-à-dire inscrire les filles, surtout en majorité, nous travaillons à 80% avec des filles. Donc, inscrire les filles à l'école, ou les enfants tout simplement, mais surtout les filles, inscrire les filles à l'école, prendre en charge totalement leur scolarité. Donc là, nous avons entre 300 et 400 filles qui sont parrainées par l'association avec une prise en charge totale de leur scolarité. Et puis, évidemment, il ne s'agit pas de prendre une fille, de payer l'école cette année et puis de l'abandonner l'année prochaine. Non, il s'agit de prendre un enfant et puis de le suivre tout simplement et de s'assurer qu'il va bien et qu'il continue bien l'école et de lutter contre évidemment les déperditions scolaires ou l'abandon scolaire tout simplement. Nous faisons beaucoup de sensibilisation au niveau des collèges et des lycées sur l'importance de l'éducation, l'importance pour les filles de continuer leurs études le plus possible, mais également d'avoir un diplôme. Et puis, nous faisons également des sensibilisations sur le mariage précoce et forcé et comment s'en prémunir et sur toutes les autres formes de violence. Donc là, nous travaillons dans les lycées, dans les collèges directement. Généralement, c'est moi qui vais devant les élèves pour sensibiliser. Généralement, donc, c'est des sensibilisations avec un support PowerPoint sur 1 heure, donc une communication de 40-45 minutes, toujours sous le prisme d'un de mes romans. Ensuite, nous allons sur voilà, des questions-réponses, mais également sur des cas pratiques qui prennent aussi 1 heure. Dans les cas pratiques, c'est tout simple. Vous êtes en face d'une proposition de mariage, vous ne voulez pas, qu'est-ce qu'il faut faire?
etc. Donc, évidemment, les questions sont nombreuses. On parle de harcèlement, on parle de viol, on parle du mariage précoce et forcé, on parle de vraiment, vraiment, vraiment de beaucoup de choses. Et puis, l'autre chose que nous faisons également, c'est de créer des bibliothèques scolaires, surtout pour les tout petits, parce qu'on s'est rendu compte qu'il y a des zones quand même en Afrique où l'enfant peut finir le cycle primaire sans avoir jamais vu un livre de sa vie. Je ne dis pas lu un livre, je dis vu un livre. Donc, il s'agit donc d'amener dans des villages isolés où les enfants n'ont jamais vu de livre, comme je le disais. Donc, il suffit de mettre des petites caisses avec des livres à l'intérieur et ça permettait donc d'ouvrir l'enfant à la lecture et évidemment de lui donner les possibilités de rêver et de penser à un autre monde et à d'autres possibilités. Évidemment, nous créons aussi des bibliothèques communautaires. Et puis, voilà, sur le côté éducation, nous faisons également beaucoup de causeries éducatives avec les parents, dans les communautés, avec les chefs traditionnels, avec les chefs religieux, etc. Donc, ça, c'est le côté éducation de notre association. Aujourd'hui, avec les prix, donc depuis 2019 pratiquement, puisque j'avais aussi gagné le prix Orange du livre, du meilleur roman africain et du livre en Afrique. Et puis, maintenant, avec ce prix Goncourt, c'est de pouvoir maintenant mener plus loin le plaidoyer pour pouvoir apporter des solutions qui soient plus, comment dire, plus efficaces sur le terrain, puisqu'il y a aussi aujourd'hui, les portes s'ouvrent aussi et on a une meilleure écoute et la possibilité, évidemment, de pouvoir parler avec les personnes qui peuvent évidemment mener des projets de loi, etc., et de pouvoir changer les choses. Sur le plan du développement, dans le côté du développement de notre association, c'est tout simplement pour nous, l'indépendance commence par l'indépendance financière. Donc, tant que les femmes restent dépendantes financièrement de leurs partenaires, évidemment, elles n'ont pas droit à la parole. Et c'est ça aussi qu'on montre vraiment, que j'essaie de démontrer aussi dans le roman, puisque l'une des violences que subissent les femmes, c'est les violences économiques dont on ne parle pas assez souvent. Les violences économiques, c'est tout simplement, ça commence dès la base où déjà la fille, soit elle n'a pas droit à l'éducation. Ensuite, une fille qui subit le mariage précoce et forcé, évidemment, c'est une fille qui ne finira pas ses études, qui n'aura pas un diplôme, qui n'apprendra pas un métier et donc, évidemment, qui restera dépendante de son père, puis de son époux. Et puis, quand elle est répudiée, elle n'a d'autre option que de retourner voilà, chez leurs parents. Et elle se retrouve généralement dans une prostitution informelle. Et donc, voilà, donc ça, tout ça, c'est les violences économiques. Et donc, pour nous, sur le plan développement, c'est d'aider tout simplement les femmes à mieux gérer leurs finances, les aider, les accompagner à des activités génératrices de revenus, généralement l'agriculture, l'élevage, le petit commerce, leur octroyer des petits crédits, les accompagner voilà, dans l'alphabétisation et dans ce genre de choses. Donc, nous travaillons sur ces deux volets, évidemment, pour plus de... voilà, pour plus d'informations, vous pouvez aller sur le site et regarder et puis n'hésitez pas à poser des questions. Voilà, j'ai fini. Merci beaucoup, Jaïdi. C'était vraiment très, très intéressant. Voilà. Je voulais savoir si les parents adhéraient à vos interventions, au discours que vous tenez aux filles. Parce que pour que la situation évolue, je pense qu'aussi les parents sont concernés. Oui, déjà, quand on apporte une aide, surtout sur le parrainage des enfants, évidemment, oui. Ce sont des enfants qui sont déjà inscrits à l'école. Pour nous, il faut que le parent lui-même fasse ce premier pas-là et qu'il prouve sa bonne volonté d'envoyer son enfant à l'école. Donc, sinon, ce n'est pas la peine, en fait. On ne va pas dans les maisons pour chercher les enfants et les obliger à aller à l'école.
on va plutôt dans une école, on cherche les enfants en situation de précarité et on décide de leur apporter notre aide. Généralement, au Cameroun, évidemment, l'école primaire est gratuite, mais quand on dit gratuite, c'est normalement, il suffit d'envoyer l'enfant à l'école, mais il faut quand même acheter les fournitures. Mais on ne va pas mettre un enfant dehors parce qu'il n'a pas de fourniture. Il restera tout simplement sans fourniture, mais il va quand même aller à l'école. Donc, pour ces enfants-là, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on leur achète les uniformes, puisque chez nous, pour le cycle primaire comme le cycle secondaire, les enfants vont à l'école en uniforme. Donc, on leur achète l'uniforme, on leur achète un cartable. Généralement, les enfants ils ont juste une ardoise avec juste des sacs plastiques. Vous voyez, donc ils vont juste avec ça à l'école et nous, on leur achète un cartable, on leur achète des cahiers, on leur achète des crayons de couleur, de la craie, des ardoises. On leur achète également des manuels scolaires. Et puis, en ce moment-là, pour leur remettre toutes ces fournitures, on appelle tous les parents et moi, je fais une causerie éducative avec les parents. Est-ce que vous savez pourquoi c'est important d'amener, de laisser vos filles continuer leurs études? Nous, on va vous apporter une aide en leur donnant les fournitures. Mais si l'enfant réussit à aller en classe supérieure, par exemple, l'année prochaine, je vais lui redonner la même chose. Donc, je fais des promesses, mais ce que je leur dis également, c'est que mais pour qu'ils réussissent, il faut que vous arrêtez par exemple, d'accabler les filles avec les travaux domestiques, alors que les garçons jouent au foot, par exemple. Et il faut que vous encouragez les filles à reviser et que vous les encouragez à continuer à aller, à ne pas manquer les classes, etc. Et comme ça, l'année prochaine, on continue. Et puis, la preuve, moi, je suis une fille de chez vous, mais vous voyez, maintenant, j'ai réussi, je viens, j'apporte mon aide avec d'autres femmes, etc. Et ce que nous, on veut, c'est que votre fille, elle devienne comme nous, en fait. Voilà, c'est-à-dire que vous servez aussi de modèle de femme inspirante pour ses enfants. Pour ses filles, c'est très important. Et c'est ça qui est très, très important. Même dans les sensibilisations, ce qui est important, c'est de montrer aux filles, en fait, qu'on peut y arriver et d'être des modèles. Absolument. Une autre question, quel accueil votre livre, Les Impatientes, a-t-il eu au Cameroun? Le fait d'avoir obtenu un prix en France est-il un atout ou peut-il peut-être au contraire être un handicap pour porter le discours d'émancipation que vous portez? Eh bien, d'abord, quel accueil le livre a eu? Bon, déjà, il faut quand même dire que le livre publié, le livre Les Impatients, est un roman qui est sorti en 2017. Donc, qui est d'abord publié au Cameroun sous le titre Mounial, les larmes de la patience, et qui a déjà eu d'autres prix et qui a eu un très grand succès, qui est pratiquement un best-seller au Cameroun et qui se vend et tout ça. Et donc, les gens connaissent déjà ce livre. Maintenant, le prix Goncourt, en fait, beaucoup de personnes ne savaient pas ce que c'est que le prix Goncourt. Alors, on leur a présenté ça un peu comme la Coupe du monde de la littérature. Et comme les Camerounais adorent le football, en fait, ils étaient contents de soutenir et de se dire « Ah, mais oui, voilà, c'est notre lion de la littérature. » Donc, il faut qu'on Bravo. Et ce que ça a apporté, c'est, comme je le disais tantôt, c'est les possibilités d'avoir une meilleure écoute aux plus hautes instances de l'État, par exemple. Très bien. Autre question, Djaïdi, pouvez-vous nous donner l'adresse de votre site? Ça, on pourra le mettre, on pourra bien sûr le mettre. Et merci à vous et pour vos actions, dit Catherine. Ensuite, une autre question, votre démarche est-elle soutenue par les gouvernements et les maires de manière générale? Approuvent-elles l'idée d'émancipation de leurs filles? Donc, elles comprennent évidemment de plus en plus. Vous savez, l'idée, ce n'est pas de mettre en conflit les enfants et leurs parents. Nous, on ne fait absolument pas ça. Nous, l'idée, c'est de pouvoir donner aux filles les outils nécessaires pour qu'elles-mêmes, elles puissent convaincre les parents. Maintenant, évidemment, moi, je travaille aussi avec des femmes. Nous faisons des sensibilisations et des causeries éducatives avec elles. Et il s'agit de leur montrer que c'est pour leurs propres intérêts
qu'on leur donne ces conseils, maintenant libre à elles d'accepter ou de refuser. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on a quand même, par rapport à ce qu'on fait jusqu'à présent, c'est qu'on a la plupart des femmes qui adhèrent, qui comprennent, qui soutiennent, qui elles-mêmes vivent des situations difficiles liées à leurs conditions qu'on décrit ici et qui ne peuvent que, voilà, qui ont besoin d'aide évidemment et qui ne peuvent qu'être contentes qu'on leur en apporte un tout petit peu. Merci. Dernière question. Est-ce que vous avez, pour faire tout ce travail que vous faites au niveau des enfants, des filles, vous êtes nombreux? Est-ce que vous avez une équipe, vous avez des bénévoles? Est-ce que vous avez des salariés? Et au niveau des financements, est-ce que vous êtes aidés par votre gouvernement, par des institutions, par des dons, enfin, pour voir un petit peu comment vous pouvez effectivement faire tout cet énorme travail? Eh bien, nous sommes environ une cinquantaine de femmes. Je Mhm. n'ai même pas les chiffres Mhm. exacts pour cette année, mais au moins une cinquantaine de femmes. Et nous cotisons de l'argent chaque Mhm. année, c'est-à-dire que chaque femme est obligée de mettre environ un minimum de environ dans les 80 euros Mhm. chaque année pour pouvoir au moins parrainer un enfant. Donc, ça, c'est la condition D'accord, pour être membre de notre association. très bien. Maintenant, nous avons également des personnes tout simplement des sympathisants ici en Europe, mais également partout en Afrique, au Cameroun, aussi bien des expatriés, aussi bien des Français, aussi bien tout le monde en fait qui a envie de faire un don, qui a envie de donner quelque chose à l'association. Pour nous, ce qu'on demande, c'est tout simplement, voilà, c'est un minimum de 50 euros pour pouvoir parrainer un enfant du primaire et 100 euros pour un enfant du secondaire. Bon. Et voilà. Et puis, Bon. nous travaillons aussi sur des projets. Par exemple, à chaque fois que nous faisons les sensibilisations, ça doit être avec une institution. Généralement, l'ambassade des États-Unis nous accompagne, l'ambassade de France également pour la bibliothèque, quelques associations françaises qui nous fournissent des livres. Et puis, au niveau de l'État camerounais, le soutien est beaucoup plus institutionnel. Donc, c'est beaucoup plus, c'est pas un soutien financier ou autre, mais c'est plus au niveau d'un accompagnement, par exemple, nous permettre d'aller dans les lycées, etc. Et évidemment, l'accompagnement peut aussi être institutionnel au niveau de l'agriculture, de l'élevage avec les conseils, en nous faisant bénéficier, par exemple, de formation ou des choses comme ça. En tout cas, merci infiniment pour votre intervention, pour toutes ces initiatives qui nous donnent aussi, qui nous inspirent nous. Et écoutez, à très bientôt. On a bien compris le message. On peut aussi, même de France, cotiser ou donner effectivement pour parrainer un enfant, une enfant. Donc, message reçu 5 sur 5. Merci beaucoup, Jaili. Merci, c'est gentil. Merci de m'avoir invité.